Bon, je pense qu'on va commencer. Parfait. Euh, J'aurais aimé, pour débuter, si on pouvait juste faire un petit tour d'écran, juste pour savoir vous êtes de quel milieu. Comme ça, bon, on pourra. Puis comme on n'est pas beaucoup, ben, ça va me faire plaisir qu'on puisse échanger. Donc, vous gênez pas pour m'arrêter. Puis moi, j'ai envie, parce qu'on appelle ça un atelier participatif. Mais bon, en virtuel, c'est moins évident. Fait que j'ai vraiment envie qu'on échange ensemble aujourd'hui. Fait que n'hésitez pas. Alors, on va commencer par Terra, si tu veux te présenter. Bonjour, mon nom c'est Terra et je suis étudiante à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Puis, je mène présentement mon projet de recherche sur l'éco-anxiété chez les enfants. Donc, je fais des entrevues avec des enfants entre 8 et 12 ans pour un peu comprendre c'est quoi leur vécu des changements climatiques, comment ils perçoivent ça, puis c'est quoi les émotions qu'ils ressentent quand ils en parlent, quand ils apprennent à propos de ça. Donc, je suis en plein processus d'entrevue, puis je m'intéressais vraiment au colloque aujourd'hui. Je risque de faire mon doctorat sur l'éducation extérieure, puis l'effet sur la santé mentale. Donc voilà, je baigne un peu dans le milieu. Super. On peut y aller avec Éléonore. Oui, bonjour, je m'appelle Éléonore. Moi, je suis conseillère en développement durable au Cégep de Lévis, sur la rive sud de Québec. C'est sûr que l'éducation relative à l'environnement, c'est un peu au cœur de mon mandat. Puis, j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. J'ai étudié en design durable, puis j'ai travaillé un bout à l'université, j'ai travaillé en entreprise. Puis, je suis toujours étonnée là, de voir comment c'est ça. On entend que les jeunes, oui, sont préoccupés, oui, il y a de l'éco-anxiété, oui, 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 mais quand je regarde, moi, mon quotidien au cégep, je trouve ça très, très difficile. On organise des choses, il n'y a pas de participation, on parle de développement durable. C'est sûr que c'est un mot fourre-tout, mais ça veut quand même dire un développement qui est soutenable, puis qui a un multifacette, puis qu'actuellement, on n'a jamais atteint ce type de développement-là. Mais en tout cas, ce que je perçois, je trouve ça difficile parce que c'est comme si, juste dans le tri des matières résiduelles, là, les étudiants s'en contrefoutent. C'est difficile un petit peu, puis j'ai beaucoup d'espoir. Je suis super motivée par mon travail. Là, j'ai l'air défaitiste un peu, mais j'essaie de voir comment aborder ça pour que les comportements changent et pour que ça devienne, sans y aller par la peur. Il faut vraiment y aller en mode solution, mais pour que les étudiants ou les jeunes qui arrivent comme citoyens bientôt puis qui vont contribuer à la société comprennent comment agir finalement pour faire partie de la solution puis arrêter de contribuer au problème. Puis c'est un peu, là, de manière très positive là, les façons que j'essaie de mettre en place pour aller les chercher à travers finalement des projets puis à travers toutes sortes de choses. Mais je trouve pas ça si évident. Là. Je trouve pas que les jeunes sont si proactifs que ça actuellement. Merci. J'ai juste côté, je ne sais pas votre prénom, c'est quoi? Allez-y. Elisabeth, je n'ai pas été capable de l'écrire, mon prénom. Alors, moi, je fais partie d'une association de retraités de l'éducation du Québec. J'ai été psychologue scolaire autant au primaire qu'au secondaire. Et actuellement, je fais partie d'un comité environnement et développement durable de mon association, justement, du secteur Chicoutimi. Alors, c'est là mon intérêt de vous écouter, de vous entendre. Merci. Isabelle. Bonjour, Isabelle Mercantin de la Fondation Monique Fitzpatrick. Je ne sais pas si tout le monde connaît notre fondation, mais on s'affaire à développer la conscience sociale et environnementale des jeunes du Québec. Moi, je m'occupe des communications et de la philanthropie, mais on a beaucoup de projets d'engagement jeunesse liés à l'environnement, évidemment, dont un de nos projets qui s'appelle Sors de ta bulle, puis on a le laboratoire des jeunes journalistes en environnement dont je m'occupe. Donc, on mentor ces jeunes-là avec 1.5, qui est le média de l'action climatique au Québec. Mais donc, étant donné qu'on a plusieurs ateliers et tout ça avec les jeunes, je voulais venir ici aujourd'hui pour voir comment l'aborder, mais comment l'aborder aussi dans nos projets au quotidien, puis comment communiquer l'information aussi à nos différents publics. Merci, Julie. Oui, donc bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis employée à la Fondation Monique Fitzpatrick, puis je travaille spécifiquement sur le projet Sors de ta bulle mentionné par Isabelle. Donc, c'est vraiment
un projet qui vise les 12 à 17 ans au Québec, donc les écoles secondaires sur les changements climatiques. Puis, on a chaque année le sommet jeunesse sur les changements climatiques qui réunit entre 100 et 300 jeunes motivés. Puis, on a aussi plusieurs initiatives comme le laboratoire des jeunes journalistes, évidemment, le Conseil national des jeunes ministres de l'Environnement actuel. C'est composé entre 12 et 16 jeunes, dépendamment de l'année. Puis, on a une campagne là, de mobilisation sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Donc, c'est ça. Donc, pour leur donner les outils, mais aussi entendre ce qu'eux font dans leur milieu, puis comment ils influencent leur communauté, on va dire. Donc, mais moi, je suis intéressée à en savoir plus pour savoir comment aller encore plus les chercher et puis aussi échanger sur les solutions, finalement. Merci, Cédric. Notre seul homme. On fait attention à toi. Moi, je travaille pour Enviro Éducation. Je suis coordonnateur du programme CEVER. C'est un programme parascolaire pour les jeunes de 14 à 16 ans. Puis, je trouve ça juste intéressant d'assister au colloque pour savoir pouvoir transmettre cette information-là aux jeunes puis les aider à développer une éco-citoyenneté. Donc, merci pour votre présentation. Merci. Valérie. Oui, bonjour. Enchantée tout le monde. En fait, moi d'abord, je suis du Lab 22, je suis l'analyste en environnement. Juste avant de dire ce que je fais au Lab 22, juste pour vous dire que je fais partie du comité organisateur du colloque de l'ACPA. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais aussi participer aux ateliers, évidemment, qu'on a vu passer. Puis pour ma part au Lab 22, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce qu'on fait. Mais en fait, on travaille beaucoup avec les jeunes à développer des solutions aux enjeux sociaux puis environnementaux actuels. Mais notre projet principal, c'est dans les écoles secondaires. Pardon. Donc, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on accompagne et on soutient les écoles dans la transition écologique, là. Donc, moi, je suis principalement dans le volet technique de la démarche. Puis, je vous invite pour le reste à aller voir notre site Internet pour plus d'informations. Merci. Tu diras bonjour à Dominique Vézina, que je connais bien. Je vais partager mon écran maintenant. Alors, vous devriez voir mon écran. Ça va? Super. N'hésitez pas, là, dans le fond, je vois que vous êtes tous du milieu de l'éducation, donc je vais parler beaucoup plus de ma recherche. On pourra parler peut-être un petit peu là, du réseau de la santé après, mais je ne pense pas qu'on ait beaucoup de temps. Mais en tout cas, vous me questionnerez. Donc, comme je disais, tout le monde était là, j'imagine, au panel d'ouverture. Donc, c'est ça. Je me suis vraiment intéressée au développement du pouvoir d'agir des adolescents en faveur de la santé environnementale. Bien, juste mon parcours, vite. Je suis une allothérapeute, donc je baigne dans le milieu de la santé depuis toujours. Ça fait 31 ans cette année là, que je suis dans le réseau. J'ai arrêté de travailler parce que j'étais très engagée socialement dans plusieurs organismes et dont l'organisme que je dirige aujourd'hui, Synergie Santé Environnement. Donc, j'ai été engagée à la naissance même de l'organisme. Puis, j'avais fait le tour un petit peu comme une allothérapeute, puis je trouvais aussi que j'étais très restreinte dans la protection de la santé. Je trouvais que j'ai fait beaucoup de l'anesthésie dans ma vie, puis je trouvais que je générais beaucoup de déchets pour soigner du monde, puis ces déchets-là, bien, ils contribuaient à rendre d'autres gens malades. Donc, vraiment, j'étais heurtée par ça, par ces pratiques-là. Et bien, j'ai décidé de quitter le CHUM. Donc, je n'ai pas eu ma montre. J'aurais eu une montre 2 ans après. Je ne voulais pas ma montre. Donc, je suis partie avant et je me suis mise à travailler pour Synergie Santé Environnement. Donc, je le dirige depuis 2019. Je suis retournée aussi, là, pendant qu'il y a eu la pandémie, ça faisait 9 ans que je ne travaillais plus, mais l'appel était trop fort en fait. Donc, j'ai décidé de remettre à étudier un petit peu, puis d'aller en zone chaude. Donc, j'ai refait l'inhalothérapie dans le contexte de la COVID. Ça a été un gros choc, même si j'étais habituée de côtoyer la maladie puis de perdre des patients. Ça a été vraiment un gros choc. Puis, à la deuxième vague, là, je suis allée faire du dépistage aussi. J'ai 3 merveilleux enfants qui sont aujourd'hui de grands adultes.
Mais grâce à eux, en fait, je me suis impliquée dans leur milieu. Donc, j'ai commencé dès la maternelle de ma plus vieille. Puis, j'ai toujours fait des projets en santé. Là, je me suis intéressée à l'environnement. À l'époque, il y avait un certificat en environnement, l'UQAM. J'ai fait le certificat en environnement. Donc, je donnais des petits ateliers en environnement. À un moment donné, je faisais des projets pour toute l'école au complet. Donc, vraiment, j'aimais beaucoup être en contact avec les jeunes. J'aimais beaucoup cette réactivité-là en temps réel. Puis, je trouvais ça assez perturbant, déjà, le fait de les voir si découragés, si petits. Donc, j'ai décidé d'entreprendre une maîtrise en sciences de l'environnement. Mais moi, c'est un long processus. En fait, ça fait 10 ans. J'ai commencé il y a 10 ans parce que j'ai eu plein de décès dans ma famille et plein d'événements fâcheux. Donc, j'ai dû mettre sur pause par petits bouts, mais j'ai terminé et j'ai déposé. Puis, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais je trouve ça quand même intéressant, cette notion-là d'anthropocène, puis de dire qu'on va laisser, parce qu'on dit toujours, tu sais, on s'inquiète de la santé humaine, puis on s'entend que la planète va survivre aux humains. Sauf que ce qu'on est en train de faire à la planète, on va laisser des traces indélébiles, puis ça, je trouve que c'est préoccupant. Le jour du dépassement, j'en ai parlé, développement durable aussi, approche santé environnementale. Ben, j'ai juste mis la photo de la lutte contre les gaz de schiste parce que c'est vraiment un beau mouvement. Moi, j'étais là avec Lucie Sauvé à l'époque. La première rencontre, je pense que on était 6 au Mont Saint-Bruno, puis ça débutait. Puis, en fait, j'ai vu de près mais beaucoup de loin toute cette mobilisation-là citoyenne. Puis, à la fin, là, quand on a gagné, on était des centaines de milliers de personnes dans les rues. Donc, on voit que collectivement, on peut vraiment faire une différence. Donc, la santé environnementale, c'est vraiment une façon d'aborder la santé dans une approche écosystémique. Et ça, on ne s'en sort pas. Puis c'est le message que je passe beaucoup dans le réseau de la santé en ce moment. Donc, comme je disais tantôt, il faut vraiment prendre en compte les préoccupations des jeunes. On veut qu'ils s'approprient ces problématiques-là, mais à la hauteur de leur capacité et plus dans le sens où les jeunes réalisent fort bien que le fait de s'investir, de s'engager concrètement, puis en travaillant collectivement, ils se rendent compte qu'ils ont des capacités beaucoup plus grandes que celles auxquelles ils croyaient. La co-construction, c'est un beau mot universitaire, mais en même temps, c'est tellement ça, c'est tellement important. On ne parle pas de transmission de connaissances. Oui, il y a une certaine transmission qui est importante, mais je crois beaucoup plus en la co-construction. Transposée dans une dynamique d'éducation, donc un apprentissage collectif dans, par et pour l'action. Pourquoi les adolescents? Ben, en fait, je trouve que les adolescents, c'est vraiment une force vive de notre communauté. Au niveau de la conscience et de la confiance en leur capacité, je dirais que c'est vraiment en construction, c'est vraiment à travailler, donc c'est le moment d'agir. Ils vivent plein de transformations. Ils ont besoin aussi de se retrouver en groupe, de vivre des expériences, sont en quête d'autonomie, d'appartenance. Donc, c'est vraiment un bel âge pour faire des projets en santé environnementale. Il faut commencer déjà dès le plus jeune âge, ça, je suis certaine. Mais l'adolescence, c'est vraiment une belle période. Autant c'est difficile pour les parents, mais sûrement pour des enseignants, mais c'est quand même une belle période. Dans le cadre de ma recherche, je me suis intéressée à différentes problématiques. Donc, la problématique psychosociale, c'est qu'en fait, on ne connaît pas, en tout cas, au moment où j'ai fait ma recherche, peut-être que vous êtes très terrain, peut-être vous pouvez ne pas être d'accord, puis je vais être très heureuse de discuter avec vous. Mais dans la littérature, en tout cas, on connaît très peu quel rapport les adolescents entretiennent avec leur environnement. Quelles sont leurs préoccupations aussi en lien avec la santé et l'environnement? Oui, est-ce que je vois qu'il y a une main levée? Si jamais je ne vous vois pas, là, prenez le micro. Oui, tu peux y aller.
Je ne vois plus vos noms, fait que vas-y. Oui, c'est moi qui avais levé la main. En fait, c'est Oui. juste pour avoir une petite précision. Je comprends c'est quoi la santé environnementale, puis je comprends c'est quoi la santé durable, mais quand on parle, là, comme toi, Nathalie, tu étais au niveau des centres de services sociaux, les CIUS. Bon, mais cette idée-là de santé environnementale commence bien en amont qu'une fois que la personne est rendue dans le bureau du médecin. Là, moi, j'essaie juste des fois de faire le lien ou de comprendre. Puis quand j'en parle à des étudiants, c'est une fois que pour le système de santé, se soucier de santé environnementale, j'ai de la misère à... Concrètement, c'est de s'occuper des écosystèmes, c'est de considérer le lien entre la santé et l'environnement. Mais j'ai de la misère à... excusez. C'est pas grave, excusez. C'est pas grave. Oui, c'est ça. J'ai de la misère à... une fois que j'essaie d'expliquer aux étudiants, OK, ben oui, c'est de faire des choix de santé, des choix de mode de vie, finalement, qui concilient non seulement les choses qui sont bonnes pour ta santé, mais aussi qui sont bonnes pour la santé et pour l'environnement, pour ne pas détruire l'environnement, parce qu'on est lié à ça, mais c'est ça commence en amont, puis comme l'infirmière qui est dans son travail ou le médecin, ben, c'est de s'occuper de faire des choix lui aussi, mais c'est quoi, tu sais, dans le day-to-day, tu sais, dans un centre de soins de santé, s'occuper de santé environnementale? C'est un peu ça ma question concrètement. Oui. Bien, en fait, il y a plusieurs aspects. Fait qu'on va mettre la recherche de côté un peu pour répondre à ta question. En fait, c'est qu'il faut avoir posé un regard critique sur, tu l'as bien dit, notre mode de vie, mais aussi notre mode de fonctionnement. Si je prends un établissement de santé et de services sociaux, bien, on consomme de l'énergie. On le consomme comment? Quel type d'énergie? On consomme de l'eau, mais aussi, qu'est-ce qu'on rejette dans l'eau? Est-ce qu'on rejette des produits pharmaceutiques? Tout ce qui est mobilité durable, moi, comme Inalo, je vais travailler comment? Est-ce que j'y vais avec mon gros Hummer ou je décide de prendre le transport en commun? Tout ce qui est transport aussi, utilisation, consommation, en fait, au niveau des approvisionnements. Je consomme quoi? Où? À quelle fréquence? On est allé vers le jetable d'une façon incroyable avant la pandémie, puis ça s'est accentué pendant la pandémie. Ensuite, en gestion des matières résiduelles, qu'est-ce qu'on fait avec ces matières-là? Comment on les gère? Puis bien là, c'est sûr que c'est important de travailler en approvisionnement parce que plus on va travailler en amont, moins on va être pris avec des matières pour lesquelles il n'existe pas de filière. Ensuite, santé et qualité de vie au bien-être au travail et aussi pour les résidents. Est-ce qu'on a des espaces verts? Est-ce que c'est bétonné puis c'est des îlots de chaleur puis je ne peux même pas aller dîner dehors le midi parce qu'il n'y a pas d'arbres? Nous, on a à peu près 11 thématiques, là. Donc, c'est toutes ces thématiques-là sur lesquelles on peut travailler et où la santé environnementale intervient aussi, c'est que ce n'est pas des plans d'action qui vont être rédigés par la direction. Ce sont des comités qui sont vraiment représentatifs de toutes les directions, parce que, tu sais, la santé mentale, il y a la direction, il y a tout ce qui est approvisionnement, la direction des services techniques. Il y a vraiment toutes les directions qui sont représentées, mais aussi au niveau hiérarchique, c'est ça, une représentativité. Donc, il n'y a pas juste des directeurs, il y a des gens terrain, il y a celui qui lave le plancher. Tu sais, il lave le plancher avec quelle substance? Est-ce qu'il utilise beaucoup d'eau? Tu sais, il y a vraiment ce regard-là transdisciplinaire, transversal. Puis, c'est vraiment de trouver ensemble des solutions pour dire comment on peut réduire notre empreinte écologique, comment on peut améliorer notre qualité de vie au travail, améliorer la qualité de vie des résidents aussi. Tu sais, quand on fait des potagers dans les centres d'hébergement, puis que le potager est surélevé, puis qu'ils peuvent arriver avec leur chaise roulante, puis ces gens-là qui ont peut-être eu des potagers toute leur vie, ça fait partie d'un bien-être, ça fait partie de la santé dans leur environnement, milieu de vie. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Puis, c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre, mais c'est sûr que c'est compliqué. Puis, comme les ados auxquels tu faisais allusion, il y en a qui s'en foutent un peu aussi, mais de moins en moins. Oui, bien, c'est ça. C'est la nonchalance. OK, non, en fait, je comprends mieux. Là, en fait, c'est comme toute intervention, c'est les bonnes pratiques là, de gestion,
qu'on fait dans les écoles aussi, là, au niveau du bâtiment, de toutes les opérations, là, puis du milieu de vie. Mais ça ne change pas tant non plus le discours que le médecin va avoir une fois que tu es dans le bureau du médecin. C'était un peu ça que moi... Oui, mais de plus en plus, parce que le médecin dans le bureau, il ne va peut-être pas te faire une prescription pour des pilules, mais ils ont des prescriptions nature maintenant. Ils vont te prescrire d'aller jouer dehors. Donc, il y a un changement aussi. Puis je travaille avec des médecins. Il va y avoir un article qui va être publié bientôt, justement, sur moins faire d'examens diagnostiques parce qu'il y a une surutilisation de toutes sortes de diagnostics. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des gens, ce n'est pas ça du tout, mais une diminution aussi de pharmaceutique, puis d'aller juste jouer dehors, de changer nos habitudes de vie. On n'est plus juste à « il ne faut pas fumer », puis c'est ça. Donc, au niveau, c'est ça, si je reviens à ma problématique psychosociale, on voit de plus en plus de déficits de nature chez les jeunes. L'éducation traditionnelle, c'est une approche de transmission de connaissances et on sait fort bien que connaissance n'égale pas passage à l'action parce qu'il y a des gens qui ont de très grandes connaissances et ce sont des gens qui ne sont pas pour autant engagés. Donc, il faut vraiment finalement favoriser une possibilité d'agir ici et maintenant. Puis ça, selon Diane Pruneau, c'est d'ailleurs elle qui a inspiré mon mémoire de maîtrise. Il faut vraiment, ça catalyserait en fait les changements de conduite en faveur de l'environnement dans la communauté. Puis le fait de réussir une petite action aussi, il y a ce sentiment-là de « Ah, bien, je suis capable, je suis utile », puis ça vient nourrir ce sentiment-là de compétence. Il y a aussi des facteurs qui vont avoir un impact sur le désir d'agir, donc des facteurs cognitifs, des facteurs situationnels, des facteurs affectifs, et tout ça va avoir un impact positif sur l'action environnementale. Il y a le facteur culturel aussi qui est super important, puis on a eu un bon exemple tantôt avec Samuel. Peut-être assez inspirant, hein? C'est génial. Au niveau de la problématique éducationnelle, on sait que l'école, en tout cas, a sûrement un rôle dans le développement d'attitudes et de comportements pro-environnementaux chez les enfants. Même chose pour les parents. Et aussi, en fait, c'est que le programme de l'École québécoise, tel qu'il est conçu, je ne vous apprends rien, hein, il laisse peu de place à l'éducation relative à l'environnement, l'éducation à la santé. Je l'ai vu dans le chat tantôt, quelqu'un qui disait « c'est super tout ça, mais on est débordé comme enseignante, on n'a pas le temps, on ne peut même pas aller dehors. » Mais durant la pandémie, on a quand même vu peut-être, je ne sais pas si c'est arrivé ici, mais je pense que c'était plus en Colombie-Britannique, où on voyait vraiment des classes qui se faisaient à l'extérieur parce que là, les enfants pouvaient enlever leur masque, puis ils pouvaient avoir une vie plus normale. Mais je me suis dit, tant mieux si la pandémie nous ramène ça, ce lien à l'environnement, à la nature, ça sera super. Comme je le disais tantôt aussi, la santé et l'environnement sont abordés dans 2 domaines généraux de formation qui sont santé, bien-être, environnement et consommation. Juste ça, environnement et consommation, ça démontre beaucoup. Puis rarement, les jeunes sont mis en situation d'apprentissage. Si on leur explique le cycle de l'eau, voici le cycle de l'eau, check, on passe à un autre sujet. C'est sûr qu'à un moment donné, même les jeunes me disaient, le cycle de l'eau, on le sait par cœur. Mais est-ce que ça change leur comportement par rapport à l'eau? Est-ce qu'ils consomment moins? Est-ce qu'ils consomment mieux? Est-ce qu'ils font attention à leur rejet? Pas certaine. Moi, dans le cadre de mon microprogramme, je leur ai fait calculer leur consommation quotidienne en eau. Puis il y en a des jeunes qui m'ont avoué en toute franchise ne pas s'être lavé cette journée-là pour être sûr de ne pas trop consommer d'eau. Je leur ai dit, c'est peut-être pas la meilleure solution par contre. Là, j'avais envie de savoir, vous, avant de continuer, si je vous dis fermez vos yeux, parce que je l'ai fait avec plusieurs jeunes dans mes 15 ans de bénévolat scolaire, si je vous dis fermez vos yeux, dites-moi, quelle est l'image qui vous vient en tête quand vous pensez à l'environnement? J'ai le goût que vous me disiez qu'est-ce qui vous vient en tête. Je pense que Éléonore, tu as ta vieille main qui est encore levée. Le micro, ouvrez vos micros et dites-moi qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous pensez à l'environnement. Suzy, tiens. Bonjour. Bonjour.
Bien, selon la définition d'environnement, l'environnement, c'est tout ce qui est autour de nous, mais personnellement, j'aime beaucoup l'environnement nature, vraiment comme plusieurs d'entre vous. Alors, c'est souvent environnement nature qui me vient. Là, je ne vous vois pas tous à cause que je partage mon écran, fait que n'hésitez pas à prendre la parole. Ben, moi, je dirais la même chose. C'est plus l'environnement forêt, mer, c'est plus ça. Mais mon environnement est plus ma maison. La ville, Rimouski, etc. Mais c'est l'autre qui me rejoint plus. Parfait. Madame Côté. Oui, Elisabeth. Elisabeth. Je me suis imaginée, moi, ce que j'ai vu, c'est mes 2 petites filles. J'ai 2 petites filles qui ont 6 ans, des jumelles. Je les voyais courir dehors. Moi, c'est ce que j'ai vu. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent nous partager leur conception de l'environnement? Oui, moi aussi, je partage ça. Je vois plutôt quelque chose de peut-être un peu plus global que juste la nature, mais plus la terre, les écosystèmes et tout ça. Et forcément, aujourd'hui, je suis jeune, donc quand on me dit ça, ça me fait penser au climat, aux problématiques climatiques qu'on rencontre aujourd'hui. Mm-hmm. Bien, je suis rassurée et emballée de vous entendre parler de l'environnement d'une manière positive. Attendez, je pense que j'ai... Oui, c'est ça. Je me souviens pas, j'en ai juste passé une, excusez-moi, je vais revenir en arrière. C'est ça. En fait, selon Lucie Sauvé, là, qui a développé une typologie qui a évolué, je crois, là, depuis celle-là, mais il y a différents types d'environnements. Puis, quand on demande aux jeunes de nous parler de leur environnement, j'ai été surprise de voir à quel point c'était négatif. L'environnement, c'est la pollution, c'est un déchet par terre. J'ai même fait l'exercice en première année parce qu'il y a une année, j'étais très motivée. En plus de mon travail à l'hôpital, j'ai fait beaucoup de bénévolat dans toute l'école primaire de 350 élèves. Puis, dans une classe de première année, donc 6 ans, je leur dis, OK, les cocos, on ferme nos yeux, dites-moi ce que vous voyez quand vous pensez à l'environnement. Tous, c'était tout négatif. Pollution, le bruit, le déchet, l'eau polluée, la fumée. Et là, je me suis dit, my God, comment on peut protéger quelque chose qu'on trouve laid? Là, j'ai dit, on a vraiment du travail à faire. Fait qu'on a fait beaucoup d'activités ensemble, puis ça a évolué dans le temps, mais ce que je remarque chez les jeunes, chez les adolescents aussi, c'est vraiment l'environnement problème qui est nommé. L'environnement milieu de vie un peu, mais vraiment, c'est vraiment ça qui était le plus présent et le plus angoissant, en fait, de voir à quel point ils perçoivent l'environnement comme ça. Donc, c'est certain que ça n'aide pas au niveau du cursus scolaire quand l'environnement est surtout présenté comme l'environnement problème et l'environnement ressources, donc consommation. Puis, comme je disais, c'est ça, on a tendance à protéger ce qu'on aime. Donc, au niveau de la problématique éducationnelle, bien, on devrait s'intéresser premièrement aux représentations qui ont les jeunes, puis peut-être les déconstruire, puis faire évoluer ces représentations-là. S'intéresser à leurs préoccupations aussi relatives à la santé et l'environnement. Tu sais, quand je demandais aux jeunes, c'est quoi, ben, j'ai fait aussi, c'est quoi pour toi la santé? La santé, c'est bien manger, dormir, puis faire de l'exercice. Fait qu'ils récitaient ce qu'ils apprennent depuis la maternelle. Mais la santé, c'est autre chose que ça aussi. Le sentiment d'efficacité personnelle, j'en ai parlé aussi tantôt. Ça, c'est vraiment important, intéressant de sentir vraiment on croit en ses capacités. Puis c'est ça le problème qui va faire en sorte qu'on va pouvoir passer du désir d'agir à l'action et à nourrir notre pouvoir d'agir aussi. Donc, l'éducation relative à la santé environnementale vraiment est axée sur une approche de la praxis, donc une approche dans l'action, puis elle offre la possibilité de poser des gestes concrets et surtout de voir des retombées positives aussi de ces gestes-là. Et ça, bien, ça peut ouvrir une fenêtre porteuse pour répondre aux besoins des adolescents dont il faut s'intéresser. Ensuite, puis ben, ça s'applique évidemment aussi aux adultes en éducation non formelle.
Donc, tout ça pour arriver à mon micro-programme. Juste vous dire aussi que mon mémoire est publié, donc je vais vous donner le lien à la fin. C'est sur le site du Centraire. Puis, à la fin de mon mémoire, il y a en annexe tout le micro-programme que j'ai développé. Ça me fait vraiment plaisir de vous le partager, puis vous pourrez le partager à tout le monde aussi qui autour de vous, parce que c'est pour ça que j'ai fait cette recherche-là. Donc, moi, je dis vraiment, quand les adolescents passent à l'action, donc une proposition de micro-programme d'éducation relative à la santé environnementale dans le développement d'un pouvoir d'agir. C'était vraiment ça, le sujet de ma recherche. Donc, une recherche-développement, ça a 4 grandes étapes. Donc, l'étape de diagnostic, bien là, je l'ai faite pendant 15 ans, cette étape-là. Ensuite, élaboration de micro-programmes en éducation relative à la santé environnementale. Je l'avais déjà développé avant parce que je l'ai mise à l'essai dans plusieurs écoles de façon informelle. Je n'ai aucune base en éducation, donc ça a été construit sur une base intuitive et aussi une base expérientielle. Donc, j'ai repris ce micro-programme-là. Je me suis dit, je vais le modifier un peu pour le mettre au niveau des élèves de 4e secondaire, d'autant plus que j'étais à l'École d'éducation internationale. Donc, c'est quand même des enfants assez brillants et assez challengeants. Et moi, mon micro-programme, au début, il a été développé pour des élèves du primaire. Mais ça s'est avéré que finalement, il était adapté aussi aux élèves de 4e secondaire. Donc, ensuite, ça a été vraiment de valider la pertinence de ce micro-programme-là par une expérimentation. Et c'est ce que j'ai fait pendant 1 an. Et ensuite, c'était de voir est-ce qu'on peut ajuster le projet vers une proposition transférable. Transférable à d'autres groupes d'âge, à d'autres milieux aussi, parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais là, l'École d'éducation internationale, c'est un milieu favorisé. C'est vrai que c'est une école où les enfants sont assez doués, mais il y avait des élèves qui venaient d'une population qui était vulnérable aussi. Bon, puis ils ont réussi à aller à cette école-là, tant mieux. Ce n'est pas une école privée comme on en voit dans certains quartiers là, où on voit une population hyper riche, ce n'était pas ça, mais c'était quand même des élèves doués. Donc, le micro-programme dont je vous parle, il est basé sur l'approche écosystémique de la santé. Qui vise à reconnaître les liens, on en a parlé. Et puis, dans le fond, c'était vraiment une proposition pour que l'élève puisse comprendre le réseau d'interaction complexe et dynamique qui lie à son environnement, mais aussi reconnaître qu'il y a une influence aussi sur l'environnement puis sur sa propre santé. Donc, de reconnaître les liens indissociables entre la santé et l'environnement. Donc, c'était pour développer leur vouloir et leur pouvoir d'agir. Donc, les questions auxquelles je me suis intéressée dans la recherche, c'est vraiment comment les adolescents perçoivent le lien entre la santé et l'environnement. Je leur ai posé la question, c'est quoi pour vous la santé environnementale? Donc, il y en a plusieurs qui ont dit c'est la santé de la planète. Donc, ce n'était pas leur santé, c'était la santé de la planète. C'était le fun tout le long de l'année de faire évoluer cette perception-là. Leur préoccupation aussi à l'égard de la santé et de l'environnement, qu'ils puissent nous dire comment ils perçoivent leur pouvoir d'agir. Vous allez voir, je vais vous montrer des résultats à la fin. Puis, c'était les plus beaux résultats, puis ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Les facteurs qui suscitent ou qui limitent le désir d'agir aussi. Puis les parents ont été nommés. Moi, c'est mes parents qui sont un facteur limitant. Puis là, je me suis intéressée, je me suis dit, je vais aller demander aux parents. Donc, j'ai questionné les parents. Puis, peut-être que c'est juste les parents qui étaient pas des facteurs limitants qui m'ont répondu, mais j'ai quand même eu un 50% de réponses à un sondage qui est très bien. Mais je trouvais ça le fun d'avoir la version des parents aussi, parce que des fois, on a le dos large. Ensuite, quel choix pédagogique devrait-on privilégier aussi pour nourrir le désir d'agir et le pouvoir d'agir des adolescents? Donc, c'est les grandes questions là, qui ont mené à cette recherche-là. Mon contexte, c'était 58 élèves de 4e secondaire, donc 2 classes, une avec option musique, une avec option art dramatique.
Au début, j'ai dit à l'enseignant Éric Gourdon, que je connaissais parce qu'en fait, j'étais impliquée à l'école. J'étais même la présidente du conseil d'établissement à l'époque. J'ai dit à Éric, j'ai dit, je vais être dans ta classe peut-être 6-7 cours, pas plus que ça. Finalement, je suis restée là toute l'année. Pas tous les jours, mais bon, durant toute l'année, ça a été vraiment une fabuleuse aventure. Et c'était dans le cadre du cours de sciences et technologies qui comprend le volet environnement. Donc, j'ai eu, bien évidemment, la précieuse collaboration. Sans lui, je n'aurais pas pu faire le projet. Éric Gourdon, la conseillère pédagogique, la direction de l'école, l'équipe école. J'ai eu plein d'intervenants externes que j'ai invités. Il y a un médecin qui est venu répondre aux questions des jeunes. Je vais vous en parler tantôt. Les parents qui ont été vraiment d'une précieuse collaboration. Et évidemment, Lucie Sauvé. Je ne sais pas si vous la connaissez toutes et tous, mais elle est merveilleuse. Les stratégies de collecte de données, j'ai fait des questionnaires, des entrevues semi-dirigées, beaucoup d'observations participantes. Puis j'ai fait un groupe de discussion à la fin, World Café, pour faire de la triangulation de données. Au niveau des questionnaires et des entrevues, j'en ai fait au début de la mise à l'essai, donc au tout début, les premières rencontres, et j'ai refait un questionnaire à la fin. Ça, c'était pour les 58 élèves. Et au niveau des entrevues semi-dirigées, j'avais un plus petit groupe. En fait, j'en avais 14 élèves. J'ai fait le même groupe, les mêmes élèves au début et à la fin. Toujours en respectant le côté éthique, là, il n'était pas nommé du tout. Donc, le micro-programme, la manière qui est structurée, puis comme je vous dis, c'est intuitif, mais ça a fonctionné, tant mieux. Il faut se fier à notre instinct des fois. En fait, il est structuré en 7 étapes. Puis, chacune d'entre elles, il y a un lien logique. Ça s'est déroulé pendant une période de sciences et technologies. On est sorti de l'école. Comme je vous disais, on a fait du reboisement. Puis, le but, à la fin, c'était vraiment de passer à l'action, mais par rapport à une problématique qui les touchait directement. Donc, je vais passer brièvement là, les 7 étapes. Je vais juste regarder l'heure, c'est bon. Donc, la première rencontre, elle s'est déroulée en 2 rencontres, en fait. Donc, introduction à l'environnement, je me suis dit, il n'y a rien de mieux que de se mettre les mains dedans. Donc, on est allé faire du reboisement. Puis, comme je vous dis, comme j'ai dit tantôt sur le panel, les jeunes ont vraiment adoré ça parce qu'ils ont dit, on a vu le résultat final, même si l'activité durait juste 1 heure, puis ils se sont vraiment mis à travailler ensemble, tout le monde, ça a été vraiment génial. Puis, vous voyez le nuage de mots, je leur ai demandé après, comment tu t'es senti lorsque tu as fait l'activité de reboisement? Puis, vous voyez tous les mots de bien-être, de joie qui sont ressortis. Bien, je me suis dit, ça valait la peine de payer 2 autobus scolaires puis faire la sortie. Ça a été vraiment, vraiment une belle expérience. Puis je trouvais que c'était une belle mise en bouche pour parler ensuite de plein de notions. Donc, on a parlé la naissance de la Terre, la composition de l'atmosphère, l'effet de serre, tout ça en faisant des jeux, là, même pour expliquer l'ozone, la formation de l'ozone. J'ai vraiment fait un jeu avec des ballons de toutes les couleurs et tout, juste pour que les enfants comprennent, de rendre ça ludique. Je leur ai présenté aussi le film Story of Stuff. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est vraiment génial. Et en fait, c'est l'état des choses. Ça a un regard très critique, en fait, sur l'obsolescence programmée. C'est un super beau, belle petite vidéo. En tout cas, vous allez pouvoir trouver ça sur Internet. Depuis, elle a fait Story of Stuff, des jouets, de l'eau. Elle a fait différents sujets, toujours en lien avec cette approche-là. Donc ça a été super apprécié. Ensuite, deuxième rencontre, c'était un jeu de rôle. Donc, il y a un livre qui s'appelle « Si le monde était un village de 100 personnes ». Donc, moi, j'ai ramené le village de 100 personnes à une classe de 29 élèves et ils se sont déguisés et on a fait plein de mises en situation qu'on retrouve dans le livre. C'est vraiment drôle parce que j'avais un groupe d'art dramatique, un groupe de musique. Je me suis dit, le groupe d'art dramatique, il va embarquer, ça va être fou, là, comment ils vont participer. Puis, bien, pas tant finalement. C'est drôle, je ne sais pas s'il y avait une pression de performer, mais c'est le groupe musique qui ont, eux, embarqué, qui ont participé, qui sont laissés aller à jouer le jeu. Donc, ça a été vraiment une belle prise de conscience parce qu'ils se sont vraiment mis dans la peau des citoyens du monde. Fait que ça, c'est, encore une fois, par le jeu, c'est pas de leur expliquer
comment les gens vivent ailleurs, ils savent. Mais c'est de dire, regarde, on va se mettre dans leur peau l'espace d'un jeu, d'un 75 minutes de cours, on va se mettre dans leur peau, puis on va interagir entre nous. Ensuite, on a parlé de l'eau. C'est ça, j'ai été au Burkina Faso pendant un mois, j'ai eu cette chance-là. Puis, le rapport à l'eau là-bas est très différent. Ils ont des puits, mais ils marchent des kilomètres pour aller chercher de l'eau. On ne sait même pas de quelle qualité elle est, cette eau-là. Mais j'avais fait plein de vidéos, je leur ai montré. Donc, c'était vraiment un cas concret. Puis les jeunes, ils me questionnaient beaucoup. Puis, on a, comme je disais, on leur a fait calculer leur consommation d'eau dans une journée. Puis, on a aussi fait une dégustation d'eau à l'aveugle. Mais c'était vraiment drôle, ils étaient tout excités. Puis, j'avais 3 bouteilles cachées. J'avais l'eau de l'école, j'avais de l'eau de style d'Azani, qui est de l'eau du réseau municipal, mais de l'Ontario. Puis, j'avais de l'eau de source. Et les jeunes goûtaient à cette eau-là. Puis, ça me permettait aussi d'aborder la qualité de l'eau une fois que l'eau est mise dans la bouteille. Parce que l'eau, il y a des tests qui sont faits sur la qualité de l'eau avant la mise en bouteille. Mais une fois qu'elle est dans la bouteille, on ne le sait plus. Puis, le plastique de la bouteille migre dans l'eau, puis on boit ces contaminants-là qui sont des perturbateurs endocriniens. Ça me permettait d'aborder sous la thématique de l'eau plein d'enjeux sociaux, mais aussi de santé. Et ça s'est avéré que 85% des jeunes préféraient l'eau de l'école. C'est merveilleux. Après ça, ils se le disent entre eux, puis il y a une formation entre les pairs. Puis ça, j'y crois beaucoup aussi. Vous m'arrêtez, vous avez des questions. Ensuite, là, au niveau de la pollution, vous allez voir en annexe dans mon micro-programme, en fait, c'est que j'ai fait un cahier de l'élève. Donc, dans le cahier de l'élève, à chaque rencontre, je leur donnais le fascicule qui allait avec la formation, avec l'atelier de la journée. Donc, au niveau de la pollution, j'aborde plein de thématiques dans le cahier, mais je voulais qu'eux travaillent sur une thématique ou une problématique qui les touche plus. Donc, vous voyez la liste ici de tous les types de pollution qui ont été abordés par les jeunes. Ils ont travaillé en équipe, ils ont fait une présentation PowerPoint. Ils sont venus présenter ça à tout le monde. Et ça a suscité de beaux débats, notamment, justement, les gaz, pas les gaz, mais l'exploitation des sables bitumineux. À l'époque, même Harper essayait de nous faire croire qu'il y avait un côté éthique à cette exploitation-là. Ça a suscité vraiment de beaux débats. Puis c'était à l'époque aussi des batailles contre les gaz de schiste. Ensuite, la santé. Donc, on a Jean Zigby, c'est le fondateur, en fait, de mon organisme Synergie Santé Environnement, qui est assez fin. Il est venu avec Masterville rencontrer les élèves. Et ce que j'ai demandé aux élèves, j'ai dit, vous allez préparer 2 questions que vous avez envie de poser à un médecin. Il y a quelqu'un qui vient se déplacer pour vous, c'est le temps, posez-lui vos questions. Et après, là, je leur ai donné le fascicule sur la santé. Mais j'avais vraiment envie de savoir qu'est-ce qui les intéressait. Et vous allez voir en annexe de mon mémoire aussi, toutes les questions, donc les 2 questions par des 58 jeunes s'y retrouvent, et un peu plus s'y retrouvent aussi. Puis, juste pour vous donner une idée du genre de questions qu'il y avait, quand on a parlé de la pollution, on a parlé des crocodiles en Floride qui vivaient dans une étendue d'eau, je pense que c'était une rivière, où il y a eu un déversement de produits chimiques. Et ces résidus de produits chimiques-là, en fait, ont eu un effet perturbateur sur les alligators. En fait, c'est les alligators. Et ça fait en sorte que ça a féminisé les alligators et le pénis des alligators est devenu tellement petit qu'il ne pouvait plus se reproduire. Mais j'ai été agréablement surprise de voir une des questions des jeunes. Mais en fait, la personne n'a pas eu le courage de poser la question à Jean Zigby, mais la question du jeune, c'était est-ce que ça peut nous arriver à nous autres aussi, comme aux alligators, que nos pénis rapetissent parce qu'on est exposé aux produits chimiques? Mais c'est tellement de bonnes questions, puis c'est exactement ce qui arrive parce qu'on le voit avec certains produits perturbateurs endocriniens comme les phtalates. Il y a vraiment de plus en plus de problèmes de fertilité, de malformations comme l'hypospadias, le pénis qui est mal formé. Donc, oui,
oui, ça se peut. Il n'a pas osé poser la question, j'étais bien déçue, mais bon, c'était sur une base volontaire. Donc, Jean a vraiment amené, toujours dans ses réponses, ce regard-là holistique des enjeux, en mettant en compte aussi la dimension économique puis le discours politique, parce que ça, c'est super important si on veut arriver à déconstruire, en fait, certaines perceptions des enjeux environnementaux. Comme je le disais, il y a eu une intervenante du Réseau des femmes en environnement qui est venue parler de perturbateurs endocriniens. Et ça, entre nous, vraiment, là, on avait goût de s'ouvrir les veines à la fin. Mais je me suis dit, je ne peux pas laisser partir les enfants comme ça n'a pas de bon sens. Donc, à chaque rencontre, j'essayais toujours de finir ça sur une note positive. Justement, ma fille dit de moi que je suis une optimiste lucide. J'essaie de l'appliquer dans ma vie au quotidien. Puis je me suis dit, dans mon micro-programme, il faut que je fasse ça parce que je ne veux pas à la fin faire de ces jeunes-là, à la fin de l'année scolaire, du monde complètement découragé. Ils sont déjà assez en partant. Donc, c'est ça. Le bon Malève, vous auriez dû les voir se promener dans l'école, tout le monde en voulait. Et ils sont repartis avec la recette aussi. Et l'endroit où acheter les ingrédients. Donc, j'ose espérer qu'il y en a refait d'autres. Ensuite, la relation intergénérationnelle, comme je parlais tantôt, ça a été vraiment génial. Puis évidemment, on est allé à pied. Donc, on a pu se rendre jusqu'à la résidence. Et encore une fois, le groupe musique s'est mis, vous voyez une photo là, où un jeune s'est mis à jouer du piano. On a un monsieur, la photo complètement à droite, là, qui était un bout en train du pas possible. Les personnes âgées ont été vraiment, j'ai l'impression que ça leur a fait un grand bonheur de voir ces jeunes-là et de jaser avec eux. Mais j'ai quand même vu un malaise chez les jeunes d'aborder les personnes âgées parce qu'il y avait des silences aussi. Il y avait une conception de l'environnement et de la santé qui était très différente d'eux. Et j'ai trouvé ça, ce mélange-là, cette rencontre-là très enrichissante. Puis en fait, ils ne s'en sont pas rendus compte sur le coup, mais je pense que c'est plusieurs semaines après, on en aura parlé, puis je pense qu'ils ont vu les retombées positives d'une telle rencontre. Là, on était rendu à la fin de la mise à essai du micro-programme. Donc, j'ai dit, on va aller réfléchir avec toutes les connaissances, les expériences que vous avez eues. On va aller dehors, puis on va aller réfléchir à qu'est-ce que vous avez envie de faire. Donc, en arrière de l'école, il y avait un petit boisé. Cette journée-là, il neigeait. Alors, on est sortis avec cahier, crayon, et ils se promenaient dans le boisé, puis ils réfléchissaient entre eux. C'était risqué parce qu'il aurait pu parler de plein d'autres choses que de ce sujet-là. Là, ça s'est avéré que les enfants ont vraiment trippé. Ils sont ressortis avec une liste d'actions incroyables de qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour améliorer la qualité de notre santé, de notre environnement, mais dans notre milieu de vie, disons plus immédiat. Ça répète à la maison, mais ils sont vraiment allés vers l'école. Et c'est particulier parce que les deux groupes ont fait le même exercice de façon séparée. Ils ne se sont pas parlé parce qu'ils n'ont pas pu, parce qu'il n'y a pas eu de pause entre les deux. Et les deux groupes ont décidé de faire un jardin à l'école, un jardin bio. Puis ils se sont dit, on va récolter nos légumes, nos fruits, puis on va les donner à la cafétéria. On va pouvoir les manger, ou bien on va les donner à la population vulnérable pour qu'ils puissent avoir des fruits et des légumes de qualité. Ça a été magnifique, c'était génial, on était bien emballés de ça, puis de voir que les deux avaient la même idée, les deux groupes, c'était quand même assez particulier parce qu'on s'entend que les enfants étaient très différents. Ensuite, moi j'aime bien saisir des opportunités et à l'époque, pas le biodôme, mais Jardin botanique avait fait offrait une activité au milieu scolaire, ça s'appelait Solutions vertes. Puis, on a demandé la permission à l'équipe école de les amener à voir cette exposition-là. Et on est parti, puis là-bas, ils ont parlé de toit vert. Et puis là, c'est là, en revenant dans l'autobus, qu'on a vu des lumières s'allumer dans les yeux des jeunes. Puis on dit, Nathalie, tu penses-tu qu'on pourrait faire un toit vert à l'école? Je sais qu'est-ce que vous en pensez? On essaye ou quoi? Hey, on essaye. Et là, c'est parti. Rencontre du conseil d'établissement, rencontre de la ville. À l'époque, Pierre Curzi était député. Pierre Curzi est venu à l'école rencontrer les jeunes. Pierre Curzi a fait une lettre de soutien aux jeunes. Donc là, on a entré le politique dans tout ce projet-là. Le fait d'aller présenter devant tous les parents et les enseignants du conseil d'établissement, puis que maintenant,
c'est eux qui écoutent les jeunes. Donc, on a inversé les rôles. Chacun selon ses forces. Il y en a qui vont dire, moi, je veux m'occuper des communications. D'autres qui vont dire, moi, je suis super bonne en finance, je vais aller chercher du financement. Il y en a d'autres, c'était plus au niveau de l'ingénierie. On a fait appel aux parents aussi. Comme là, il y avait un parent qui est ingénieur qui est venu. Le père de mes enfants est en communication, il est venu accueillir les jeunes au niveau de la communication puis les a aidés là-dedans. Comment on fait une campagne de communication autour d'un projet comme ça? Au niveau de l'argumentaire, ça, on le savait déjà, c'était qui les jeunes qui se mettraient dans ce comité-là, mais il était vraiment hallucinant. Donc, ça a été vraiment un beau projet. Donc, il y a eu une naissance de communauté d'apprentissage. Et là, je vous ai mis la définition parce que c'est vraiment inspirant. C'est d'Isabelle Orellana qui a fait son doctorat là-dessus. En fait, c'est que le principe de base de la communauté d'apprentissage est de mettre en évidence l'importance de la mise en commun des efforts, des talents et des compétences de chacun. C'est exactement ce qu'on a fait dans ce projet-là. Et de valoriser les processus éducatifs qui intègrent les dimensions sociales tout en étant approprié aux besoins des personnes et des communautés et adapté aux contextes divers et changeants. Donc, c'était vraiment un projet qui leur tenait à cœur, qui répondait à leurs besoins. Engagés pleinement dans une communauté d'apprentissage, les participants ont affirmé se sentir plus puissants en groupe et être surpris d'être écoutés à ce point par les adultes qui les prenaient au sérieux. Ça les a vraiment surpris. Puis, ils ont dit prendre conscience, en fait, que leurs gestes pouvaient avoir un impact et changer les choses. La photo que vous voyez, c'est la bibliothèque de l'école, qui est aussi la bibliothèque municipale, qui donne sur un toit d'une affrosité. Alors, les jeunes, ils ont dit, bien, c'est là qu'on va faire le toit vert. Donc, et là, ils ont fait toute une recherche en disant, mais là, on sait que, selon la littérature, que si on voit de la verdure, ça nous calme, ça augmente notre concentration, mais c'est parfait pour une bibliothèque. Fait qu'ils ont vraiment été chercher plusieurs informations. Alors, c'était un très beau projet. Comme je vous disais, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais ce n'est pas grave. Les résultats étaient là quand même. Donc, il ne nous reste pas tant de temps que ça. Donc, le but de la recherche, je vous rappelle que c'était vraiment susciter le pouvoir d'agir des jeunes. Je vais aller vite. Au niveau des représentations, je me suis intéressée aux représentations de l'environnement au début de la recherche et à la fin de la recherche. Et à la fin de la recherche, on voit beaucoup plus tout ce qui m'entoure. Donc, l'environnement, milieu de vie. Et on a vu apparaître aussi la notion de santé quand on parlait d'environnement. Même chose pour la santé. C'est sûr que la santé, c'était beaucoup la maladie, les hôpitaux. Il y avait on retrouvait l'alimentation, le fait de dormir, le fait de faire de l'exercice. Mais à la fin, on voyait poindre l'environnement sain, l'environnement milieu de vie. Donc, on voit que ça a quand même évolué au fil du projet. Au niveau aussi de la motivation, donc, on voit que les jeunes, ce qui est intéressant dans ce tableau-là, c'est qu'il y a peu de jeunes qui faisaient des gestes en faveur de l'environnement et de la santé parce qu'ils se sentaient coupables ou parce qu'ils se sentaient obligés. La plupart, ça répondait à leurs valeurs. Puis ça, c'est intéressant aussi parce que quand ce n'est pas quelque chose qui est obligé, ça risque d'être plus pérenne dans le temps. Au niveau des connaissances, même si on sait que les connaissances, ce n'est pas parce qu'on a des connaissances qu'on passe à l'action, c'est quand même intéressant de savoir le microprogramme, est-ce qu'il a quand même augmenté le niveau de connaissances, que ce soit de la co-construction de connaissances ou les connaissances liées au cahier de l'élève, et on voit qu'il y a quand même vraiment une augmentation de connaissances. Puis ceux qui ont répondu non, en fait, dans le questionnaire, c'est qu'ils disaient qu'il y avait déjà beaucoup de connaissances. Au niveau du désir d'agir, bien, on voit qu'il y a aussi eu une augmentation du désir d'agir. Est-ce que tu as le pouvoir d'agir? Là aussi, ça rejoint. Puis s'il y en a qui vont voir dans mon mémoire, vous allez voir, j'ai vraiment décidé, j'ai beaucoup de pages parce que j'ai décidé de donner la parole aux élèves. Et il y a beaucoup de citations dans mon mémoire, puis je trouvais ça super important parce que je pense que les mieux placés pour dire comment ils se sentent, bien, c'est eux. Donc, je leur ai laissé cette place-là. Mais moi, le résultat qui me touche le plus puis qui me dit que j'ai bien fait de travailler pendant 10 ans là-dessus, c'est même 15 ans, c'est le sentiment de compétence. Donc, les jeunes se sentaient vraiment plus compétents à la fin du microprogramme. Donc, ici, il y a des paroles, des phrases des jeunes.
Donc, avec le projet de Toit Vert, selon moi, on prend vraiment conscience de l'impact qu'on peut avoir. En travaillant en équipe comme ça, on est vraiment efficace et on influence notre entourage. Il y en a un aussi qui expliquait que lui, il a implanté, lui ou elle, je ne me souviens plus, implanté le compostage à la maison. Donc, puis ça a fonctionné. Donc, puis c'est drôle parce que les parents, ils disaient des fois, ben moi, j'ai bien envie qu'ils partent le compostage, mais c'est qu'ils partent des projets puis ils ne finissent pas. Puis c'est moi qui se retrouve avec le fameux compostage. Et là, on a vu dans le micro-programme que, en fait, les actions, vu que ça a été sur un processus plus long, les actions ont assuré une certaine pérennité. Ensuite, la notion de projet concret occupe une place importante dans leur conception d'un modèle pédagogique. Ils disent se sentir ainsi plus concernés, plus impliqués, puis ils proposent même de remplacer les examens classiques par une évaluation à travers des projets concrets. Donc, je ne le lirai pas parce que je vais aller plus vite. C'est sûr que les jeunes étaient, je dirais, plus pessimistes au début et le pessimisme était vraiment associé à leur sentiment de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir faire une différence. Donc, il y en a qui sont restés des pessimistes lucides, je dirais. À la fin, ils disaient, on est encore pessimiste parce qu'on sait qu'il y a une urgence d'agir, puis ça, je pense qu'il ne faut jamais le nier. Au contraire, il faut agir. Mais je pense que s'il y a une urgence d'agir et on veut agir, il faut trouver des stratégies pour qu'on ait le goût d'agir et non pas juste qu'on ait le goût de s'ouvrir les veines. En conclusion, en fait, si nous avions à mettre en évidence une observation issue de notre recherche-développement, c'est que les jeunes, les adolescents veulent être dans l'action et ce concrètement. Le micro-programme en éducation relative à la santé environnementale s'avère adaptable et transférable à d'autres contextes aussi. Parce que si on va, par exemple, dans un milieu qui est beaucoup plus défavorisé, par exemple, je dis Montréal, mais ça peut être un peu n'importe où, ou même à Rimouski, c'est sûr que le rapport à l'environnement va être beaucoup différent d'un quartier à Montréal qui est bétonné. Donc, de partir des préoccupations des jeunes et de construire une démarche pédagogique en lien avec ces préoccupations-là, cet intérêt-là, je pense que c'est vraiment ça. Puis, le micro-programme et la conseillère pédagogique me l'a bien dit, en fait, c'est qu'il s'intègre dans tous les domaines généraux de formation. On peut l'utiliser en français, en mathématiques, on peut l'utiliser dans tous les domaines. Puis, plus précisément, en fait, on voit qu'il rejoint le programme dans ces 3 visées qui sont la construction d'une vision du monde, la structuration de l'identité et le développement d'un pouvoir d'action. Donc, je pense qu'il est primordial d'accorder toute la place aux jeunes eux-mêmes qui sont des acteurs incontournables de ce monde actuel et à construire, puis n'oublions pas que ce sont les futurs décideurs. Donc, la ressource, donc mon mémoire est en ligne ici sur Espace ressources du Centraire. J'ai mis le lien. De toute façon, les conférences sont enregistrées. Donc, vous pourrez retrouver ça, mais c'est facile à trouver là, sur le Centraire. Tout est là, puis il y a plein d'autres beaux mémoires aussi. Fait que je m'arrêterai là. En fait, je pense que je n'irai pas vers le réseau de la santé parce qu'on en a parlé au début, puis j'en ai parlé sur le panel. Puis comme vous êtes toutes et tous du milieu de l'éducation, je pense que je m'arrêterai là. Fait que la parole est à vous. Il nous reste un petit 3-4 minutes. Je vais arrêter le partage d'écran, ça va être plus intéressant. Je vous invite à ouvrir votre micro si vous avez quelque chose à dire ou un commentaire. Est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que vous pensez que ça va être utile dans votre quotidien? J'aimerais ça vous entendre. Juste pour me rassurer que je n'ai pas fait ça pour rien. Merci pour la présentation. Projet vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Suzy La Liberté organise le bassin versant de la rivière Richelieu. Dans le même coin. Oui, exactement. On a fait le tour au début, on a fait le tour d'écran, mais je pense que tu es arrivé juste après. Désolée, parfait. Oui, des problèmes techniques, on a discuté de transférer pour quelques participants. Quel privilège vous avez eu de passer 6 périodes avec des étudiants, c'est extrêmement rare. Oui.
de pouvoir le vivre quand on est une personne externe au milieu de l'éducation, quand on n'est pas enseignant. Alors, vous avez pu vivre avec eux une démarche complète d'éducation relative à l'environnement. Quel privilège! Vous avez eu très, très beau projet. Je pense qu'il risque d'être inspirant pour nos pratiques aussi, ça c'est certain. Les adolescents, c'est toujours un milieu qui est un peu méconnu souvent, aussi bien comment travailler avec les jeunes au primaire et les jeunes du secondaire, c'est toujours un peu plus complexe. Je trouve ça très intéressant que vous ayez intégré une sortie en début de projet et une action au début de projet, parce que souvent, ça conclut un programme éducatif, une activité éducative, et je trouve ça intéressant quand même de les mettre en action en partant. Ouais. Ça, je vais aller lire évidemment votre recherche pour voir un peu quel impact aussi ça a pu avoir sur les jeunes de commencer dans l'action. Juste, merci, extrêmement intéressant. Merci vraiment. Puis c'est drôle parce que j'ai vu que mon processus a été très long. J'ai déposé 10 ans plus tard mon mémoire, puis j'ai décidé de retourner voir 10 ans après via Facebook, essayer de retracer des jeunes pour voir est-ce que ça fait une différence. C'est trop drôle parce que j'ai réalisé, à l'époque, j'étais sur le CA de Haut Secours et il y a un jeune qui était sur le CA de Haut Secours, mais je ne l'avais même pas reconnu. Puis lui non plus ne m'avait pas reconnu. C'est quand j'ai envoyé les questions pour 10 ans plus tard, est-ce que ça a un impact? Je vois son courriel rentrer, puis je dis, pourquoi il m'écrit? Puis là, à un moment donné, je dis, ah ben, ça n'a pas de bon sens. Fait que ce jeune-là, il était engagé sur le même CA que moi. Fait que il y a des jeunes qui m'ont répondu, puis ils ont dit que ça avait fait une différence. Mais j'ai 3 jeunes qui m'ont répondu. Je ne peux pas faire une généralité crasse, mais je me dis, dans leur vie, peut-être que ça a fait une différence, mais il y en a qui étaient peut-être prédisposés, mais qui ont poursuivi. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Moi, j'ai peut-être une petite question. Vous avez mentionné brièvement les parents, leur rôle, un petit peu. Je sais que ça sort un petit peu de votre recherche, mais vous avez quand même pris le temps d'aller leur parler ou leur faire un questionnaire, je ne suis pas trop sûre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu de ce qui est ressorti? Là, moi aussi, je m'intéresse au rôle des parents peut-être plus jeunes déjà, mais... c'est super intéressant. En fait, c'est ça, les jeunes nommaient les parents comme des facteurs limitants. Puis, je me dis, les parents, eux, comment ils perçoivent ça? Fait que j'ai fait, dans le fond, le questionnaire aux parents. Mais j'ai eu aussi beaucoup d'échos de jeunes qui nous disaient, à chaque fois qu'on finit un cours avec toi, on parle beaucoup avec les parents, on discute beaucoup de ces enjeux-là. Puis, il y avait vraiment des discussions challengeantes, autant positivement que négativement. Il y a un jeune qui m'est revenu en me disant, mon père, il a dit que tu dis des niaiseries, puis que c'est même pas vrai, puis que ça ne sert à rien de faire tout ça. Puis le jeune était vraiment confronté dans le discours que j'avais, puis le discours du parent. Puis, moi, ma réaction, c'était de lui dire, mais ton père, il a le droit à sa perception parce qu'il n'a pas été probablement baigné comme toi dans ces échanges-là. Mais puis, il n'a jamais été amené à prendre position pour moi ou pour son parent. Mais ce jeune-là, il a évolué aussi, puis il a pu se faire sa propre perception. Pas la mienne, pas celle de son père, mais sa propre perception. Puis, on a vraiment vu une belle évolution. Mais moi, j'ai des parents qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Hey, merci de nous permettre d'avoir ces discussions-là avec nos jeunes. » Mais en fait, il n'y a pas à me remercier parce que c'est les jeunes qui ont amené ça chez eux. Mais j'ai eu vraiment une lettre aux parents pour leur expliquer la démarche, les rassurer. Puis il y a des parents qui se sont impliqués aussi au cours des rencontres. Puis les parents pouvaient m'écrire en tout temps. Donc, d'avoir un lien aussi. Mais je pense que c'est les échanges avec les jeunes qui ont été vraiment les plus enrichissants. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, commentaire, parce que là, je pense qu'on a dépassé un petit peu. C'est bon? Et je vous remercie infiniment. Bonne fin de colloque. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Moi, j'ai un grand respect pour le monde de l'enseignement, que ce soit formel et informel. Vous éduquez nos enfants. C'est pour ça que j'ai toujours été impliquée dans le milieu scolaire de mes 3 enfants, parce que
je trouve tellement que c'est un milieu qui est important. Il passe tellement de temps avec vous qu'il faut s'impliquer comme parent. Il ne faut pas critiquer le réseau de l'éducation. Il faut s'engager en tant que parent. Je pense que c'est un bon message qu'on envoie à nos jeunes aussi. Donc, merci pour tout ce que vous faites, vraiment. J'espère que ça pourra vous aider un peu. Puis, n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez des questions. Là, ça me fera plaisir. Bien, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.